comportementaux. Merci beaucoup Pascal. Merci. Alors, ça teste la stratégie quand même spatiale et d'adaptation. Voilà, c'est ça. Vous avez fait des choses. Merci Pascal. Merci beaucoup pour cette invitation par la Fondation Orange. Je suis très heureuse, très honorée de clôturer aussi cette journée. C'est une position d'honneur. Je suis très heureuse d'être dans cette grande maison qu'est l'Institut Pasteur, avec des grands hommes historiques et puis contemporains, comme Thomas Bourgeron. Et donc, c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous présenter justement des travaux de nos recherches à Tours qui sont, comme vous le savez, historiques. Depuis ce matin, vous avez entendu parler du professeur Lelore et du professeur Catherine Barthélémy. Beaucoup d'entre vous les connaissent. C'est un plaisir pour moi de montrer ces diapositives. Ça me fait un petit plaisir. Je ne sais pas si ça sera aussi un plaisir pour vous. Je vais faire. En tout cas, Monsieur Lelore, alors qu'il a toujours eu l'air d'un vieux monsieur. Vous voyez la photo en haut, il n'est pas vieux du tout en fait, mais depuis tout le temps, il a la même tête. Et donc, le professeur Lelore, il disait écoutez les enfants, et puis il disait écoutez les parents. À une époque où vraiment c'était pas du tout ce qu'on disait, notamment en France. Alors vous voyez, Madame Barthélémy, des fois, elle fronce les sourcils aussi quand on monte cette photo, parce qu'elle est très très jeune. Vous voyez, c'est Madame Barthélémy à gauche ici. Et donc c'est et puis une famille aussi qui a qui a été pionnière aussi dans les travaux justement d'équipe de Tours. Et donc ça, c'est justement les parents, les enfants, le partenariat, la fondation, les professionnels, la recherche. Je crois qu'en France, il y a quand même des choses qui se font, on peut l'illustrer et ça, c'est heureux. Alors, Temple-Grandin, aussi, vous en avez entendu parler aussi ce matin, vous voyez, 1993, Temple-Grandin était venu à Tours, vous avez Madame Barthélémy à ses côtés, Jean-Louis Adrien, maintenant professeur à Paris 5, Nicole Bruno, chercheur à l'INSERM, Bernard Garot, Joël Martineau, en fait, en dessous, Léon Pourcelot, Jean-Pierre Mu, Léon Pourcelot qui est pionnier dans le domaine des ultrasons. C'est celui qui a fait la première machine d'ultrasons qui est partie dans l'espace. Et M. Lelore et M. Pourcelot, dans les années 70, justement, ont monté, créé après l'unité INSERM 930 en disant dans le cerveau des enfants avec autisme, il y a un problème. Et ça, vous voyez, même M. Lelore, ce papier 1957. En 1957, M. Lelore faisait un travail sur l'électroencéphalogramme. Je suis très heureuse d'avoir entendu justement ce que présentait la Jacqueline Nadel, pour montrer justement qu'alors, parler d'enfants inadaptés, c'était très compliqué, vous savez, de parler à l'époque, on est en 57, vous voyez, moi j'ai encore la chance de pouvoir dire que je suis pas née. 57, exactement donc ce que vous présentez la Jacqueline Nadel, avec des travaux maintenant, des analyses beaucoup plus poussées par l'équipe de Jacqueline, mais qui justement montrait que quand on montrait à des enfants justement influence sur le tracé des plans de mouvement, les modalités particulières de réaction suivant l'aspect du tracé spontané, c'est ce que vous a expliqué Jacqueline Nadel, sont avec ce fameux rythme mu. Monsieur Lelore, justement, avait découvert d'une certaine façon à l'époque déjà les rythmes, les neurones miroirs, justement, et la disparition de cette activité cérébrale chez ces enfants, qui ne se faisait pas de la même façon que les enfants dits ordinaires. Alors voilà, donc maintenant, depuis, là c'est la photo maintenant de 2012, donc c'est vrai que j'ai ce très très grand honneur d'avoir maintenant d'être à la tête de cette maison. Donc Madame Barthélémy m'a passé le relais il y a maintenant un an. Et c'est vrai qu'on a cette chance à Tours, parce que ça a été fondé comme ça par M. Lelore, d'avoir une équipe recherche interne qui est à l'intérieur du centre hospitalier et qui est à l'intérieur du centre de pédopsychiatrie. C'est-à-dire que vous avez en fait ici en bas c'est l'entrée de gauche, en haut c'est l'entrée là, mais tout ça c'est un même bâtiment, avec donc cette équipe très pluridisciplinaire, des chercheurs INSERM, des psychiatres, des linguistes, des neuropsychologues, un médecin ORL, et puis cette plateforme technique, en fait, clinique et d'exploration, donc notre centre, avec un centre ressources autisme enfants et adultes, un hôpital de jour où nous accueillons 90 enfants par semaine en soins, chacun avec son programme d'intervention coordonné, une unité du très jeune enfant diagnostic précoce, comme vous a présenté donc Nadia Chaval, et puis un plateau d'exploration fonctionnelle, neurophysiologie, eye tracking, vidéo, banque de données. Alors avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand même, il faut faire des choses. On fait ça, enfin en tout cas on a ce projet de faire ça, donc en janvier 2011, on est passé à la moulinette nous aussi à niveau de l'ARS, parce que vous savez, pour être labellisé justement en terme, il faut dire qu'on travaille, qu'on travaille bien, qu'on a encore envie de travailler. Mais on a le droit d'avoir encore envie de travailler que si on a bien montré qu'on avait bien travaillé. C'est très particulier parce que on est soumis à une forte expertise et ça nous donne juste un label. Ça nous donne un petit peu de sous, mais vraiment un tout petit peu, Thomas.
tout petit peu. C'est pour ça qu'après, avec ce label-là, par contre, on va chercher justement des partenariats, on va chercher des aides, on va demander des financements aussi. Et puis donc nous, on travaille sur l'autisme. Voilà, ça c'est notre marque, mais comme à tous justement aujourd'hui, de l'enfant à l'adulte, et puis depuis l'histoire aussi justement chez des tout petits aussi avec un retard important, et des adultes aussi avec un retard important. Ça, c'est un élément aussi qui a vraiment fondé la recherche à Tours, parce que c'est vrai que beaucoup de recherches, notamment avec des techniques aussi assez poussées, sont faites chez des patients adultes avec des bons niveaux, parce qu'il faut pouvoir rester dans la machine. Il y avait les travaux justement de Monica à l'époque, en PET scan, qui était fait aussi chez des enfants au repos, parfois justement avec une prémédication, mais c'est vrai que c'est compliqué de faire la recherche chez des enfants qui ont un retard associé important, qui ont des troubles du comportement importants. Et ça, c'était une volonté très forte de M. Lelor, aussi de Mme Barthélémy. Alors, je voudrais vous montrer deux exemples, juste en arrière, pardon, deux exemples justement de notre axe. Donc on essaye de trouver en fait la physiopathologie, comme Thomas allait dire qu'il va des bases moléculaires, et nous si on parle le cerveau et puis aussi par la clinique, donc des marqueurs cliniques, des indices neurophysiologiques de ce dysfonctionnement cérébral, et puis surtout après pour pouvoir développer une thérapeutique très spécifique. Et donc je vais vous donner deux exemples, un exemple clinique, un exemple neurophysique, et puis très rapidement vous introduire justement ce qu'est la thérapie qui a été développée à Tours, et puis Émilie vous montrera comment maintenant on a fait très récemment une étude de follow-up de ces enfants sous thérapie, et comment on arrive, ça y est, à voir, à objectiver le remodelage neuronal, la reprise de la trajectoire développementale chez ces enfants. Un exemple un peu original, que je n'ai pas l'habitude de présenter parce que c'est assez nouveau dans nos travaux. Il y a des linguistes qui sont maintenant dans notre équipe, deux professeurs de linguistique, et qui ont dit mais le langage des enfants avec autisme c'est particulier. Ah oui, on sait, la pragmatique, ils n'utilisent pas dans la communication, dans l'interaction. Non, la structure même du langage. Et donc les linguistes, c'est compliqué de comprendre les linguistes, ils parlent, mais après, maintenant on arrive un peu plus à se comprendre. J'ai essayé de simplifier les travaux des linguistes. Donc ils disent morphologie, phonologie, morphosyntaxe. Phonologie, en gros, vous avez mis structure sonore des mots. Et ce qu'on appelle morphosyntaxe, vous savez, quand vous avez les bilans assez approfondis des orthophonistes, ça va être plutôt la structure des mots ou la structure des phrases. C'est-à-dire à l'intérieur des mots, si les syllabes sont dans le bon ordre, et à l'intérieur des phrases, si les mots sont dans le bon ordre. Et donc, les linguistes, chez nous, ils ont commencé à travailler. Alors, les linguistes qui connaissaient bien la dysphasie, vous savez, ou les troubles spécifiques du langage oral. Et donc, ils se sont dit, première question, mais il y en a d'autres aussi déjà qui s'étaient posé cette question-là au niveau international, est-ce que le trouble du langage formel, c'est-à-dire vraiment la structuration du langage, et non pas la façon dont il est utilisé, ce qu'on appelle la pragmatique, du langage. Mais bien, si on joue vraiment sur la structure langagère, est-ce qu'on trouve des particularités chez les enfants avec autisme différentes de ceux qui ont vraiment donc le trouble du développement du langage, que sont les dysphasiques ou TSL, donc troubles spécifiques du langage. Et donc, vous voyez, à gauche, en termes de phonologie, finalement, donc, les enfants avec dysphasie ont vraiment des altérations phonologiques beaucoup plus importantes. Plus c'est bleu foncé, là, plus c'est grave. Et les autistes, ils en ont, mais finalement moins que les troubles spécifiques que les enfants dysphasiques, c'est-à-dire la déformation sonore des mots. Par contre, quand vous regardez la morphosyntaxe, c'est-à-dire l'ordre des syllabes dans les mots ou l'ordre des mots dans une phrase, les enfants avec autisme, du coup, se retrouvent comme les enfants dysphasiques. Donc il y a vraiment, là on voit bien et les aspects communs finalement et les aspects spécifiques. Et ça c'est très important parce que pour comprendre justement comment on parle aux enfants, comment ils s'expriment, quelles sont leurs réelles perturbations pour orienter la rééducation. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire comme rééducation orthophonique chez un enfant avec autisme s'il a du langage oral. Et deuxième exemple, si vous regardez en fait, donc ça c'est nos linguistes, ils ont dit on va faire un petit protocole, on va savoir. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est comment est-ce qu'un enfant avec autisme pose une question. La façon dont on pose une question, c'est très révélateur, si vous voulez, justement, de la structuration de son langage. Donc là, c'est regarde le singe tire quelque chose, mais on ne voit pas quoi. Pour savoir ce que le singe tire, demande-lui. Deux façons de lui poser la question. Tu tires quoi? Qu'est-ce que tu tires? Alors, il reste pour les peut-être plus anciens aussi, que tires-tu? Mais alors ça, voilà. Donc
donc les mêmes outils, non, on évalue 2 stratégies parce que celle-là, c'est pas fiable statistiquement. Donc, tu tires quoi? Qu'est-ce que tu tires? Eh bien, alors la réponse est banale, on donne quand même la réponse aux enfants parce qu'il faut garder le contexte de motivation. Et si vous regardez en haut à droite, donc des enfants avec autisme, des enfants avec troubles spécifiques du langage, ils ont tous 8 ans en moyenne, hein, autisme et troubles spécifiques du langage. Et chez les témoins, 4 ans et 6 ans. En fait, les enfants avec autisme, ils ont un pourcentage, si vous voulez, ceux qui produisent des questions simples, vous voyez que c'est plus souvent que ne le voudrait leur âge, évidemment, même développemental. Hein, donc il y a vraiment un problème clé sur le fait de ne pas réussir à utiliser cette stratégie complexe, cette syntaxe, mais en même temps, c'est finalement moins important qu'un enfant dysphasique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que par contre, si vous regardez leur compréhension de ces questions complexes, c'est finalement aussi bon, voire même meilleur que les enfants dysphasiques, et c'est à peu près équivalent à ceux des enfants justement de 6 ans. Donc on connaît l'hétérogénéité justement entre expression et réception, ça on le sait, hein. Classiquement les enfants avec autisme comprennent mieux qu'ils ne s'expriment. Hein. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que cette complexité du langage, c'est un indice vraiment très spécifique, très propre justement aux enfants autistes, mais qui n'est pas finalement, qui va être différent en fonction des enfants. Et ce que je vais vous montrer là, justement, c'est les résultats des 20. Et là, c'était 20 enfants avec autisme, les profils individuels de chacun. Et donc, vous avez en haut, c'est en termes de, c'est remis sur des scores à 100. Sauf que vous avez, en gros, le carré rouge, c'est le meilleur, c'est le score quand on a 100, c'est le plus haut pour faire justement des questions complexes. Hein, celui qui va dire justement qu'est-ce que tu tires, et qui est capable de dire ça, qu'est-ce que tu tires. Et puis le losange bleu, c'est ce qu'on appelle les aptitudes non verbales, donc c'est vraiment tout ce qui est l'intelligence visio-spatiale. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'en fait, il n'y a pas de lien. Ça, on savait déjà qu'il pouvait y avoir une différence entre non-verbal et verbal, hein, l'hétérogénéité du profil non-verbal et verbal. Mais ces enfants qui sont très homogènes en termes de comportement autistique, eh bien, en fait, ils sont eux très hétérogènes, justement, sur les profils, vous voyez, et que finalement, un enfant peut très bien avoir une habileté syntaxique élevée et une intelligence non-verbale basse, mais il peut aussi très bien avoir une intelligence non-verbale haute et une habileté syntaxique basse, et aussi l'inverse. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est très loin, on est indépendant du niveau intellectuel, on est sur un réseau spécifique, qui est le réseau syntaxique de l'organisation des mots. Et ça, c'est important aussi, notamment quand on veut faire des correspondances génotype-phénotype, parce que là, sinon, dans un papier, si vous voulez, justement génétique, ils sont tous autism spectrum disorder. Et si on trouve un polymorphisme chez l'un et pas chez l'autre, on va dire, bah, non, finalement, c'est pas significatif. Sauf que si on reprend du coup ceux qui ont le même profil dans les jaunes, et très vraisemblablement ça correspond à un réseau neuronal spécifique, quand on dit qu'est-ce que tu tires, vous voyez, quand on teste la syntaxe, on va mieux comprendre. Et puis surtout, ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est qu'en termes de rééducation, on ne va pas faire la même rééducation photonique chez un enfant qui a ces formes d'habileté syntaxique de celui qui ne les a pas. Encore faut-il les avoir testées. Alors, autre exemple que je voulais vous montrer, là du coup sur la neurophysiologie, sur cette dimension de ce qu'on appelle, vous savez, justement la troisième dimension, la rigidité du comportement, les stéréotypies, qui est plutôt moins étudiée que celle de la communication et de l'interaction, parce que c'est vrai, c'est pas simple aussi cette dimension-là. Ça, c'est tous les travaux qui avaient été faits par Nicole Bruno, puis Marie Gaumont, puis maintenant Hélène Ferry, notamment avec une bourse aussi de la Fondation Orange. L'idée étant que les enfants, en fait, s'enferment dans des comportements un peu répétés et restreints en réaction à une très forte sensibilité au changement. Si on est très sensible, dès que quelque chose change, finalement, la meilleure façon que ça ne change pas, c'est de faire toujours la même chose. C'est ça un petit peu l'hypothèse. Et l'idée, c'était de se dire, dès des phénomènes sensoriels très élémentaires, on peut observer ça. On avait étudié ça dans la modalité auditive, et puis maintenant, dans la modalité visuelle, je vais vous lancer la vidéo, s'il vous plaît, monsieur, vous allez voir donc ce petit cercle qui bouge. Alors nous, on a fait toute notre recherche, en fait, en gros, depuis 20 ans, c'est des carrés, des ronds, alors un coup ils bougent, un coup ils bougent pas, un coup ils ont bip avec, un coup ils n'ont pas bip, mais on a fait plein de choses, avec des carrés, des ronds. On commence les triangles dans une manip en collaboration avec l'université de Berkeley. Donc, ça va être très... je vous montrerai une prochaine fois. Et donc ça, vous voyez, avec cette... Vous avez perçu, vous avez regardé les ronds, hein, il y a un tout petit changement. À un moment donné, tac, ça change de forme, il y a des fois c'est toujours la même chose, et des fois, hop, il y a un petit changement qui est un petit peu différent. Bien ça, c'est un paradigme assez compliqué.
vous voyez, en gros, enfin, c'est compliqué, très simple, pardon, chez des enfants autistes de 11 ans, ça nous fait beaucoup d'électrophysiologie, justement, à Tours. Hein. Monsieur Leleur vous a montré 257, l'EEG, l'idée, parce que justement, c'était les premières méthodes d'exploration aussi du développement du fonctionnement cérébral, et puis ça permettait justement de pouvoir faire de la recherche chez des tout petits avec des troubles du comportement. Là, ce sont des un peu plus grands. À 11 ans, vous voyez, les enfants contrôlent, il y a une forme d'activation, en gros, qui se traduit par les taches rouges, quand le petit rond change, et quand c'est un enfant avec autisme, vous voyez, ça fait une grosse tache jaune. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, rien que la petite perception de ce tout petit changement de rond jaune mobilise des réseaux neuronaux qui n'ont plus rien à voir avec ceux d'un enfant ordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les autistes aussi adultes, il y a une persistance de ça avec l'âge. Vous voyez qu'à nouveau, les autistes adultes n'ont pas la même réactivité, n'ont pas la même activation que les contrôles. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important parce que cliniquement, on sait que c'est la dimension la plus résistante, c'est net. Et là aussi, toujours pareil, quand on fait de la recherche, on est à la recherche aussi de marqueurs qui sont des choses qui sont réellement en lien avec le noyau de l'autisme et qui sont des marqueurs stables dans le temps. Et donc là, quand on a fait aussi cette étude maintenant en imagerie fonctionnelle, donc on a fait exactement le même paradigme mais en imagerie fonctionnelle parce que ça nous zoome un peu plus la tache jaune et verte. Vous voyez, la tache jaune et verte, ça nous dit que les réseaux neuronaux ne sont pas les mêmes, ça nous donne globalement des régions, mais si on veut vraiment savoir précisément quel est le réseau qui pose problème, il faut utiliser l'imagerie fonctionnelle. Très rapidement, pour vous faire comprendre, en fait, dans ces réseaux, vous voyez que chez les enfants, chez les adultes ici, ce sont les adultes avec autisme, en fait, en gros, il y a cette fameuse région du cortex cingulaire qu'on a retrouvée, c'est comme en bas, vous voyez, c'est là où se désigne la flèche là-haut. Est-ce que c'est la différence avec les adultes? C'est que cette région-là, qui était exactement aussi la même, qu'on a retrouvée dans la modalité auditive avec le même paradigme, quand on faisait bip, 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 tout petit changement aussi, qui serait d'une espèce de noyau, si vous voulez, aussi de nœud au sein d'un réseau particulier sur cette sensibilité au changement. Alors, dernier cas aussi justement sur cette imagerie fonctionnelle, on fait ce qu'on appelle de la connectivité, puisque là, vous savez, dans l'autisme, on n'est pas dans l'idée d'une région, on est dans l'idée d'un problème de synchronisation de réseaux neuronaux. Et ce que ça montre juste en bas, très rapidement, c'est qu'en gros, chez les enfants avec autisme, enfin chez les adultes, pardon, cette région qui serait cette région de sensibilité au changement très forte, elle est très fortement connectée avec la zone visuelle. C'est-à-dire que vous avez en gros une espèce de court-circuit, un court-circuit vision-changement, alors que chez vous et moi, il va y avoir plein d'autres zones qui vont s'activer pour intégrer cette dimension de changement. Et ce court-circuit vision-changement, enfin perception, vous voyez, réaction, c'est bien évidemment ce qu'on connaît sur le plan comportemental. Alors, je vais faire très vite parce qu'on n'est pas dans le timing. Si, il me reste 5 minutes peut-être à faire. 5 minutes pour moi et après parce qu'il y a une limite, d'accord? Donc très vite. Juste pour vous parler justement de la thérapie d'échange et de développement qui est issue de ces recherches, pas évidemment de celle de 2012, mais vraiment de cette démarche-là qui était de qu'est-ce qui dysfonctionne sur le plan cérébral pour pouvoir ensuite mettre en place une rééducation neurofonctionnelle. C'est vraiment l'idée de M. Leleur, c'était ça, c'était une rééducation neurofonctionnelle, tout comme des enfants, par exemple, hémiplégiques, vont avoir un déficit moteur, on fait de la rééducation, eh bien on peut le faire aussi sur les systèmes de communication et d'interaction. Et donc M. Leleur avait dit, attention, il y a le comportement, il faut déjà quantifier le comportement. Ça aussi, ça paraît maintenant extrêmement admis. C'était dans les années 70, c'était énorme de dire qu'on pouvait mettre un chiffre en face d'un comportement. Et l'idée, c'était surtout de dire, voilà, qu'est-ce qu'il y aura derrière le comportement et pour chaque enfant, analyser point par point, de façon très détaillée. C'est notre stéthoscope à nous. On n'est pas cardiologue, on n'a pas, mais on a la vidéo pour à chaque fois bien savoir quelle est la sémiologie. Trouver la communication, ça ne veut rien dire. Trouver des interactions, ça ne veut rien dire. C'est quelles sont exactement, précisément, point par point, la sémiologie et la quantifier, la mesurer. Et ça, il faut la vidéo. Et pourquoi on veut faire ça? Parce qu'en fait, dans l'autisme, ce qu'on voit, c'est le comportement. Mais ce qu'on veut soigner, entre guillemets, ce qu'on veut cibler, ce qu'on veut rééduquer, ce sont les fonctions, ce dont vous avez entendu déjà parler assez depuis longtemps. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on apprend aux étudiants, les boucles sensoriques gnosipraxiques, c'est de la neurophysio-psychophysiologie, qui montre qu'à partir du moment où on reçoit une information, elle a différentes étapes de traitement au niveau cérébral. Ce sont la perception, la cognition, l'action. Et donc dans l'autisme, on ne voit, je vais dire que la partie émergée de l'iceberg, le comportement. Mais on ne veut pas rééduquer le comportement. Ce qu'on veut, c'est développer les fonctions qui sont à un moment donné déficientes ou qui ne fonctionnent pas, qui fait qu'il y a ensuite une émergence
d'un problème dit comportemental. Et ces fonctions, au niveau des différents stades justement du traitement de l'information, ça peut être justement l'association, l'attention, l'imitation, la motricité, avec tout ce que vous venez de voir justement avec Jacqueline Nadel. Et ça, c'est typiquement le principe justement de la thérapie d'échange et de développement, donc créée il y a très très longtemps de ça par M. Delors, l'idée étant justement qu'on pouvait se remettre l'enfant dans une synchronisation, faire fonctionner sa boucle, faire fonctionner sa boucle. Donc sa boucle à lui qui spontanément fonctionne un peu tout seul, quelque part c'est justement ce qu'on voyait avec Jacqueline tout à l'heure justement sur ces vidéos, c'est peut-être aussi justement sur la souris de Thomas ce matin, qui est la petite souris qui fonctionne toute seule. Donc elle fait sa boucle, la souris elle gratte la cage, le petit il fait des choses, mais il fait tout seul. Et quelque part, il se synchronise sur des choses, il s'hyper synchronise sur des événements, mais sans doute moins sur d'autres, et surtout très auto-centré. Et donc dans la thérapie d'échange et de développement, l'idée c'est d'avoir le thérapeute en face qui va justement se synchroniser. Qu'est-ce qui synchronise les deux? C'est justement le plaisir partagé, l'émotion, la motivation, la régulation. Et donc cette réciprocité va induire la synchronisation des réseaux. Et cette synchronisation des réseaux, elle est probablement le support, via justement tous les phénomènes de plasticité cérébrale, à la réorganisation des réseaux neuronaux. J'utilise plein de mots compliqués, mais j'espère que vous avez compris un petit peu justement le principe. Et c'est vraiment très important, vous voyez qu'à chaque fois, c'est vraiment cet ajustement précis, très très important, qui va se faire à l'enfant. Et donc ça je montre à Jacqueline, merci beaucoup pour ses travaux, parce que ça c'est justement ce que Jacqueline nous a montré, c'est l'équipe de Jacqueline Nadel, que quand on interagit profondément avec quelqu'un, on se met en fait à osciller au niveau des fréquences cérébrales, la même fréquence que lui. Donc je pense que là, Jacqueline Nadel a mis en évidence les bases finalement très profondes de ce qui se passe au niveau de la thérapie d'échange et de développement, c'est-à-dire la synchronisation à l'autre. C'est vraiment quelque chose qui, neurophysiologiquement, maintenant commence à s'expliquer. Et donc il y a un plan très particulier, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, qui fait que justement on définit pour chaque enfant, au-delà du comportement, les fonctions problèmes. On définit ensuite quelles sont les équipes, quels sont les lieux, quels sont les horaires. Alors j'ai aimé beaucoup tout à l'heure la présentation du dentiste, parce que c'est exactement ça. L'environnement de la tête, c'est fait noter à M. Delors, vous voyez, c'est une petite salle de thérapie en bas, complètement nue. C'est une petite salle blanche, il n'y a rien dedans. Comme je disais, c'est la tête du dentiste maintenant, c'est vraiment un très très bien, très bon exemple. Donc on est vraiment dans des choses très très protocolisées avec des staffs au-dessus. Et puis après, bien sûr, la généralisation dans les contextes. Alors au niveau de l'individuel, soutien individualisé, on le fait aussi sur les petits groupes. Là où on est moins bon, il va falloir qu'on le fasse. Il y a quelques familles dans la salle ici que je salue. C'est sur la formation aux parents. Ça, c'est vrai que du coup, ça n'a pas été fait, mais c'est bien parce qu'il me reste quand même un truc à faire, parce que M. Delors a fait beaucoup de choses. Donc ça, on va le faire. Mettre en place, c'est-à-dire, parce qu'on a une formation maintenant professionnelle, mais il faut qu'on mette vraiment en place la formation aux familles. Et puis donc maintenant, Émilie va vous présenter des résultats de suivi justement de ces enfants au cours de la thérapie en utilisant justement nos évaluations cliniques et neurophysiologiques. Merci beaucoup pour votre attention.